Dans la première vidéo sur les pires noces de l'histoire, nous avons pu voir des récits choquants et marquants, comme celui de la reine Marie-Joseph, des cas inacceptables aujourd'hui. Cependant, en raison des nombreux mariages arrangés de l'époque, d'autres noces horribles ont eu lieu. Et comme il a été très demandé et commenté, nous avons décidé de faire une partie 2 des pires nuits de mariage de l'histoire. Si vous avez manqué la première partie, j'ajouterai une carte ci-dessus. La première nuit de noces de cette liste est celle du roi Henri VIII, toujours lui, avec sa 4e épouse, Anne de Clèves. Henri VIII resta célibataire pendant plus de 2 ans après la mort de sa 3e épouse, Jane Seymour, en 1537. La recherche d'une nouvelle reine commença en 1538. Avec ce nouveau mariage, Henri comptait trouver une source de distraction et d'excitation. Sa femme était chargée de le divertir au point qu'il avait envie de se comporter comme un gentleman. Le roi ordonna à ses ambassadeurs de trouver l'épouse idéale. À l'époque, le roi d'Angleterre n'avait pas une très bonne réputation en tant que mari. À la suite d'alliances, l'élu fut Anne de Clèves, sœur du duc de Clèves, électeur du Saint-Empire. Le 11 décembre 1539, la jeune femme arriva au port de Calais. Elle était sur le point de se marier sans avoir jamais vu son fiancé. La première rencontre ne fut pas agréable pour les deux, et Henri VIII fit comprendre qu'il n'avait pas aimé la prétendante, qu'elle était très différente du tableau qui lui avait été envoyé. Le mariage eut lieu le 6 janvier 1540. Elle n'avait que 23 ans, le roi ayant 25 ans de plus qu'elle. Avant la cérémonie, le roi essaya par tous les moyens de se débarrasser de sa promise, mais il n'y parvint pas. Comme il fallait s'y attendre, la nuit de noces fut désagréable. La rencontre entre les deux fut un énorme échec du point de vue du roi, car il se mit à flancher. Ils essayèrent nuit après nuit, mais l'instrument du roi ne fonctionnait pas. Et Anne restait aussi jeune fille qu'elle était née, car le roi ne voulait rien insérer en elle. Henri accusa les seins tombants d'être la cause de son manque de plaisir. Il faut se rappeler que le problème n'était pas Anne de Clèves, et encore moins ses seins, mais le besoin d'Henri de se débarrasser d'elle sans en assumer la responsabilité, et bien sûr, sans révéler son impuissance. Finalement, Henri conclut un accord avec Anne et le mariage fut annulé. Anne vécut très bien après l'annulation, survivant à Henri VIII. Le mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois a été voué à l'échec. Il était protestant et elle était une princesse catholique, à une époque où la France était partagée entre ces deux courants religieux. Marguerite de Valois était une princesse de France, fille de Catherine de Médicis et d'Henri II, et elle épousa le roi Henri de Navarre le 18 août 1572. Cela se passa pendant les jours les plus brumeux de la Réforme, alors qu'il y avait des guerres de religion. De nombreuses personnes des deux côtés étaient fortement opposées à ce mariage. À l'époque, les mariages dynastiques étaient une conséquence des négociations de paix et des arrangements entre alliés. Cependant, ce mariage fut utilisé par Catherine de Médicis pour expulser les protestants du sol français. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, de nombreux catholiques furent envoyés pour semer la pagaille parmi les protestants encore présents dans la région en raison de la cérémonie publique. À la fin de l'opération, environ 3000 personnes furent assassinées. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des pires massacres de l'histoire de France, connu sous le nom de « Massacre de la Saint-Barthélemy ». Les événements de la nuit de la Saint-Barthélemy se sont produits quelques jours après la nuit de noces. Mais on pensait que la consommation n'avait pas eu lieu et que le mariage pouvait être annulé. Cependant, pour éviter la mort de son mari, Marguerite dit à sa mère que la consommation avait eu lieu. Après que la lune de miel fut interrompue par le massacre, le couple ne se rencontra que quelques fois. Henri devint un prisonnier et Marguerite un pion politique. Plus tard, Henri réussit à s'échapper et se rendit en Navarre. Le couple ne connut jamais une union complète. Ils vivaient en désaccord, il la trompait et elle le trompait. Les années passèrent et aucun héritier ne fut engendré jusqu'à ce que le mariage soit annulé. Isabelle II d'Espagne est une reine peu connue des Brésiliens. Elle est montée sur le trône d'Espagne en 1833, alors qu'elle était encore une enfant. Son règne fut controversé, émaillé de coups d'État et d'aventures extra-conjugales. Dès le début, la cour se préoccupa de lui trouver un prétendant. Mais la reine mettait toujours des bâtons dans les roues. Finalement, l'élu fut le duc de Cadix, François d'Assise de Bourbon, cousin de la reine. C'était un homme qui évitait de se mêler de politique.
De plus, cette union satisfaisait tous les partis politiques espagnols. Mais malgré tout, cela rendait la reine peu sûre d'elle. Lorsqu'elle apprit que François serait son futur mari, elle se mit à pleurer et à implorer sa mère. Elle a même dit « Non, pas avec Paquita ». François d'Assise était un homme très efféminé. On le soupçonnait d'être homosexuel. C'est pour cette raison qu'il était connu à la cour d'Espagne sous le nom de Paquita. Le mariage entre les deux fut célébré le 10 octobre 1846. Elle avait 16 ans au moment du mariage et François 24. On raconte que la veille de la célébration du mariage, Isabelle II a dit à sa mère Maria Cristina « C'est quelque chose qu'on me demande en tant que reine, mais pas en tant que femme. Je n'ai pas voulu que cet homme soit mon mari. Ils me l'ont imposé et je n'en veux pas. » Comme on peut l'imaginer, la nuit de noces fut un désastre absolu. Elle a même déclaré à ses amis les plus proches « Que pouvais-je attendre d'un homme qui portait plus de dentelle que moi lors de sa nuit de noces ?» Au début, le couple se détestait. Mais peu à peu, ils parvinrent à établir une relation amicale. Au fil des ans, le mari devint le conseiller et l'ami d'Isabelle II d'Espagne. L'amitié était forte et le couple se réunissait pour parler de leurs amants. D'un côté, il y avait une reine nymphomane et de l'autre, un roi homosexuel. Louis XIII de France et l'infante espagnole Anne d'Autriche eurent un mariage malheureux, plein d'accusations et de méfiance. Le mariage eut lieu le 21 novembre 1615. Tous deux n'avaient que 15 ans. Le mariage fut arrangé par Marie de Médicis, reine-mère de France et régente de Louis XIII. La régence de Marie de Médicis fut désastreuse pour la France. Sa relation avec son fils était horrible, mettant toujours son fils de côté et cherchant à prendre tout le pouvoir qui lui était dû. Pour tenter un rapprochement avec l'Espagne, elle fit en sorte que ses enfants épousent ceux du roi d'Espagne. Anne d'Autriche fut destinée à Louis XIII. La princesse espagnole, fille du roi Philippe III d'Espagne, fut une nouvelle humiliation pour Louis XIII, car il voyait en Anne une simple espagnole et, par conséquent, une ennemie. Mais à cette époque, Louis n'était pas aux commandes et le mariage eut lieu. Louis, à 15 ans, ne semblait pas prêt à assumer cette responsabilité. Le souverain était frêle, immature, très timide et encore plein de puberté. La nuit de noces n'eut lieu uniquement que parce que sa mère l'y força. Il fut emmené par Marie de Médicis et poussé dans le lit conjugal. 2 heures plus tard, Louis retourna dans sa chambre et montra son gland rougi à son médecin personnel, disant qu'il avait fait l'acte 2 fois. Il est difficile de dire s'il a menti ou échoué, mais il ne s'est rien passé cette nuit-là et ils n'ont recouché ensemble que 4 ans plus tard. En dernier lieu sur cette liste, nous soulignons la terrible nuit de noces de Marie-Antoinette et Louis XVI. Marie-Antoinette était la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, comme le futur Louis XVI était le dauphin de France et le petit-fils de Louis XV. Leur mariage était un arrangement politique entre les maisons dynastiques de France et d'Autriche, ennemies de longue date. Mais à cette époque, un rapprochement se produisit et le mariage des princes en fut un signe. Pour que le mariage ait lieu, Marie-Antoinette fut rééduquée dans ses manières et dans son esthétique. Elle dut adapter ses critères de beauté et son éducation aux coutumes françaises. Louis était un jeune homme timide et réservé, qui ne pensait qu'à la chasse et au travail des montres. Son grand-père voulait que son épouse soit la plus belle possible, suscitant ainsi un désir pour les femmes que son petit-fils ne montrait pas. Le mariage eut lieu en avril 1770, dans une église viennoise. Et il ressemblait clairement à un arrangement politique, puisqu'il se fit par procuration. À l'autel, Maximilien, le frère de la mariée, joua le rôle du dauphin. Après la cérémonie, un cortège de 57 carrosses se dirigea vers la France. Sur le territoire français, la jeune femme rencontra le roi Louis XV, qui avait 60 ans. Puis, elle rencontra son fiancé. Louis-Auguste, qui avait eu très peu de contact avec les femmes et était certainement vierge, ne donna finalement à Marie-Antoinette qu'un rapide baiser sur la joue. Une nouvelle cérémonie de mariage eut lieu à Versailles, un faubourg de la banlieue de Paris, où résidait la cour de France. Sous le regard attentif de la noblesse, le couple se mit au lit. Tout le monde souhaitait que le dauphin ait rapidement un héritier, mais cette nuit de noces demeura à jamais dans l'histoire. Il se passa quelque chose qui allait se répéter pendant des années. Rien comme le dauphin l'écrivit dans son journal le lendemain matin. Louis-Auguste ne déflorira pas la dauphine et la situation perdurera pendant 7 longues années. Pendant ce temps, Marie-Antoinette subit la pression de tous, mais elle ne fut responsable de rien.
On pense que le jeune dauphin souffrait de phimosis. Par conséquent, chaque fois qu'il essayait de pratiquer le coït, il ressentait une forte douleur dans le zizi et abandonnait. Ce n'est qu'après une visite chez le médecin qu'il put pratiquer le coït et produire un héritier.